En matière de prévention dans le domaine de l'alimentation, on distingue généralement les interventions possibles selon deux grands types de critères. Tout d'abord, on distingue les actions selon qu'elles sont conduites pour toucher l'ensemble de la population. On parle alors d'actions en population générale. Ou au contraire, selon qu'elles visent des catégories particulières de la population. On parle alors d'actions ciblées. On a d'autre part une distinction selon que les interventions visent à agir directement sur les comportements alimentaires, notamment en améliorant le niveau de connaissance des individus sur les relations entre alimentation et santé, ou selon qu'elles visent à jouer sur leur environnement alimentaire. Par exemple, l'action sur l'offre alimentaire à travers la reformulation des produits ou la conception de nouveaux produits, ou encore l'amélioration de l'accessibilité des fruits et légumes dans des quartiers défavorisés, sont des exemples d'actions sur cet environnement alimentaire. D'un point de vue de santé publique, il faut prendre en compte plusieurs dimensions. D'abord, les bénéfices de santé qui peuvent être obtenus au niveau des individus ou de la population dans son ensemble. Mais la priorisation des actions suppose aussi de mettre en balance ces bénéfices de santé avec les coûts qu'elles induisent pour les individus et les pouvoirs publics. On parle alors de rapport coût-efficacité des interventions. Enfin, compte tenu des fortes hétérogénéités de comportements et de pratiques alimentaires, mais aussi des fortes hétérogénéités des risques de santé au sein de la population, une autre dimension importante à prendre en compte est celle des effets différenciés des interventions selon les catégories de la population et leurs éventuels effets d'accroissement ou de réduction des inégalités sociales de santé. De façon très synthétique, on peut dire que les actions en population générale ont des effets moyens, modestes au niveau des individus, mais elles sont souvent coût-efficaces parce qu'elles touchent l'ensemble de la population et qu'au fond, les gains de santé, même s'ils sont modestes pour chaque individu, sont plus importants que les coûts supposés. Quand elles agissent via l'information, elles peuvent avoir des impacts de santé globalement favorables, mais elles risquent de supposer des coûts de changement plus importants pour les catégories défavorisées que pour les autres. Quand elles portent sur l'environnement alimentaire, par exemple à travers la réduction des teneurs en sel dans les aliments, elles peuvent être progressives au sens où elles vont plus bénéficier aux catégories moins favorisées socialement. Enfin, les actions ciblées sur des catégories à risque ont forcément des effets plus forts sur les individus. Elles permettent ou favorisent une réduction des inégalités sociales de santé, mais leur rapport coût-efficacité est variable selon le type d'intervention. Il me semble que cette expression d'alimentation personnalisée recouvre en fait des choses assez différentes et qu'il est important de bien préciser de quoi on parle. On peut faire référence tout d'abord à la conception d'aliments dont les caractéristiques sont définies pour répondre aux besoins nutritionnels de catégories particulières de la population, personnes âgées, sportives, femmes enceintes. On est là vraiment du côté de l'aliment. D'autre part, on peut faire référence au fait qu'en connaissant de façon plus précise les caractéristiques de chaque individu, on peut élaborer des recommandations nutritionnelles et alimentaires plus adaptées à chacun et augmenter ainsi leur efficacité. Cela suppose néanmoins d'avoir accès à ces caractéristiques individuelles, ce qui peut être fait dans le cadre de la relation entre un patient et le personnel de santé, mais qui soulève quand même des questions compliquées dès lors qu'on veut aller au-delà de cette relation. Enfin, on peut faire référence à des démarches d'accompagnement nutritionnel en s'appuyant sur des applications, des supports numériques pour aider les individus dans la mise en œuvre de recommandations. Les premières études sociologiques mises en place sur ces démarches suggèrent plusieurs points. D'abord, aujourd'hui, elle concerne quand même plutôt des catégories particulières de la population, plus éduquées, motivées par les usages d'applications numériques, et beaucoup moins les catégories intermédiaires ou plus modestes. Concernant ces catégories plus modestes, les études montrent aussi que l'importance de ne pas s'en tenir uniquement à des démarches d'automesure, strictement individuelles, uniquement focalisées sur la mise en œuvre de règles strictement nutritionnelles, mais elle montre aussi l'importance d'intégrer une vision plus large de l'alimentation, par exemple en tenant compte d'aspects culinaires, de l'ensemble des pratiques alimentaires, donc de pas, et du coup de ne pas se réduire à une vision strictement diététique ou uniquement de conformation aux règles nutritionnelles pour accompagner ces catégories plus modestes dans une évolution de leur comportement alimentaire.